messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Paco dit adieu à son fils Charles Kofi Dibi, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a été porté en terre ce samedi dans son village natal. Avant l'ultime séparation, une messe de requiem a été dite en sa mémoire au stade municipal de Bois-Flé en présence du président Alassane Ouattara et de son homologue togolais Fornia Singbe. La Côte d'Ivoire engage la bataille contre le nouveau coronavirus. Le ministre de la Santé, Aka Awele, met en mission la société civile pour sensibiliser les populations afin de faire barrage à ce virus mortel. Stop aux poignées de main, aux embrassades, plutôt se laver les mains très régulièrement. Voilà autant de mesures à observer. Clap de fin ce samedi pour la 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le professeur Yacouba Konaté, commissaire général du Massa, dresse un bilan. L'édition 2020 du plus grand marché des arts en Afrique a drainé du beau monde avec une quarantaine de pays participants. Enfin, en Guinée, le double scrutin couplant législative et référendum constitutionnel est de nouveau fixé au 22 mars prochain. D'ici là, la commission électorale doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise le retrait de plus de 2 millions d'électeurs du fichier électoral pour défaut de pièces. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les filles de Gagnoa, c'est le titre d'un ouvrage dédié aux droits de l'homme, principalement à la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Pourquoi certains hésitent encore ou refusent-ils tout simplement de faire emprunter le chemin du savoir à leur progéniture de sexe féminin? Et pourtant, que davantage lié à la scolarisation de la jeune fille? Marie-France, Zénab et Awa, les filles de Gagnoa, en donnent la parfaite illustration dans l'œuvre écrite par notre invité Yacouba Silla. Bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Vous êtes l'un des petits-fils de Cheikh Yacouba Silla, fondateur et guide de la communauté yacoubiste. Ok. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors dites-nous, pourquoi spécifiquement les filles de Gagnoa pour évoquer le thème de la scolarisation de la jeune fille? C'est tout simplement une reconnaissance à la terre hospitalière de Gagnoa. Tout simplement. Vous parlez donc de scolarisation, oui. Vous faites référence aux filles de Gagnoa. Aux filles de Gagnoa, oui. D'où vous êtes originaire? Originaire de Gagnoa. Vous nous en direz davantage dans la page culture. Merci. Je rappelle que vous évoquez aussi le thème de l'intégration dans votre livre. Et vous êtes originaire de Gagnoa, une terre à laquelle vous restez profondément attaché avec votre communauté. Votre communauté. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Mais restez pour le moment avec nous. Okay. On va aller pour une autre destination. La Côte d'Ivoire pleure son fils. Paco a fait son dernier adieu à Charles Kofi Dibi. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été porté en terre aujourd'hui dans son village natal. Et avant l'ultime séparation, une messe de requiem a été dite en sa mémoire au stade municipal de Bois-Flé. C'était en présence du président Alassane Ouattara et de son homologue togolais Fornia Singbe. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolé. Il a, de son vivant, tout fait chapeau bas. Disparu, les honneurs lui sont rendus chapeau bas. En témoigne l'ultime hommage qui est fait ce samedi à l'ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, décédé le 7 décembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son homologue togolais Fornia Singbe. Une présence qui, sans compter le geste de 50 millions de francs CFA de la part du chef de l'État ivoirien, à la famille éplorée, est nécessaire pour contribuer à la consolation de toutes les personnes que la disparition de Charles Kofi Dibi affecte profondément. Un modèle pour la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi l'est, tant sur le plan de toute sa carrière professionnelle que sur le plan humanitaire. Monseigneur Marcelin Yao-Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, venu pour diriger la messe des requiem à cette occasion d'hommage, ne s'est pas contenté seulement de le rappeler. Il a recommandé le digne serviteur de l'État de Côte d'Ivoire à la miséricorde de Dieu, juste pour soutenir tous ses proches qui le pleurent aujourd'hui et à jamais. Outre les honneurs religieux, il y a les honneurs militaires, notamment marqués par la sonnerie aux morts. Puis, quand est venu le moment de mettre le corps dans le véhicule mortuaire, on a compris
que c'est la dernière étape du passage de Charles Kofi Dibi sur la terre en direction de Pakwabo, son village natal, où il va pour reposer en paix. Voilà, l'émotion était grande ce samedi dans le village natal de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Charles Kofi Dibi a été inhumé à Pakwabo, le village qu'il a vu naître. Et l'ultime séparation s'est faite en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du président du Sénat et de plusieurs membres du gouvernement. Toute la région de la Marawe, qui pleure son leader, a tenu à lui rendre cet ultime hommage. Abou Sambo. Charles Kofi Dibi, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduit à Pakwabo, sa terre natale. Le corbillard transportant sa dépouille, encadré par 7 chevaux, paré aux couleurs nationales, avançant à allure lente et modérée vers le mausolée familial où attendait le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président du Sénat Jano Aoussou-Kouadio, des membres du gouvernement, sa famille et ses plus proches collaborateurs pour l'ultime séparation. Pakwabo n'a pas voulu manquer l'occasion d'un dernier hommage à celui qui était pour lui un leader et un guide. Dissimuler ses émotions était difficile. La tristesse se lisait sur tous les visages. Après la dernière messe, Charles Kofi Dibi est conduit dans sa dernière demeure. Un moment d'intense émotion. La perte d'un être cher. Rien ne pouvait sécher les larmes de tous ses proches qui, malgré la douleur, ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Témoignage de leur gratitude pour tous les services rendus à la nation. Charles Kofi Dibi restera jamais un exemple dont la région de la Marawe et toute la Côte d'Ivoire se souviendront. Voilà la Côte d'Ivoire, l'Afrique pleure Charles Kofi Dibi après avoir pris part justement aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara aux obsèques de Charles Kofi Dibi. Le président togolais Faure Gnassingbé a quitté notre pays. Il a été raccompagné à l'aéroport à Yamoussoukro par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux environs donc de 15h30. L'avion transportant le président togolais s'est envolé dans le ciel de Yamoussoukro, direction Lomé. Un départ suivi par notre reporter Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire engage la bataille contre le nouveau coronavirus. Le ministre de la Santé, Aka Awele, met en mission la société civile pour sensibiliser les populations sur les mesures de prévention afin de faire barrage à ce virus mortel qui sévit dans plusieurs pays. Stop aux poignées de main, aux embrassades. Il faut plutôt se laver les mains très régulièrement. Voilà le message à faire passer, comme nous le rapporte Salimata Dia. Après la confirmation du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé était face à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Le ministre Aka Awele est venu porter de vive voix l'information aux acteurs et les mettre en mission afin d'éviter la propagation. C'est une rencontre de mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face à une menace qui est aujourd'hui réelle. Donc c'est un fait qu'il ne faut plus négliger. Précautions pratiques observées, mesures sanitaires arrêtées par l'État, budget prévu pour la riposte. À cette réunion, tout a été passé en revue afin de mieux outiller les acteurs et faciliter leur mission. Nous l'avons rassuré, lui disant que nous étions là à disposition pour que la population soit informée au maximum. Concrètement, c'est de nous organiser, d'aller sur les marchés, d'aller dans les gares, d'aller dans les champs, d'aller partout où il faut, pour porter le bon message et dire aux gens quelles sont les mesures. C'est laver les mains, éviter les atouts, éviter de se saluer, éviter de, je sais pas, tout ce qui serait approcher les animaux, etc. Dans le cadre de la prévention au Covid-19, le premier responsable de la santé avait rencontré les élus locaux et les préfets avant d'effectuer des visites aux différentes frontières.
À l'étranger, en Espagne, on actionne aussi les mesures contre le Covid-19. Le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, a finalement sorti l'article 116.2 de la Constitution qui permet, en cas de catastrophe ou de crise sanitaire, d'activer des mécanismes d'exception, notamment la limitation des mouvements et plusieurs garanties. Avec 132 morts et plus de 5000 cas de contamination, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie qui compte déjà 1266 morts dus au nouveau coronavirus. Voilà, observer les mesures de salubrité, c'est aussi ça préserver sa santé. Et justement, l'opération Grand Ménage se poursuit ici en Côte d'Ivoire. La 37e édition coïncide avec le 3e anniversaire de cette initiative. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité innove. Désormais, sont impliqués dans cette vision du gouvernement les structures publiques et privées et la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire est la première structure à s'y engager. Grâce Kando. Cité Grand Moulin dans la commune de Makori. Riverains et agents de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, tous mobilisés pour rendre propre le quartier. Grandes artères, caniveaux sont passés au peigne fin. C'est une action citoyenne. Nous avons décidé d'accompagner Madame le ministre dans son initiative et de montrer que tout le monde peut à sa manière contribuer. L'État fait sa part, mais chaque société, chaque Ivoirien peut à son niveau également contribuer à l'assainissement. Depuis à peu près 4 mois, Makori a décidé de reprendre son bâton de pèlerin pour rendre sa commune salubre. Nous allons commencer par nettoyer, par débarrasser tous les trottoirs et nous passons au stade supérieur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant curer tous les caniveaux, il faut mettre en place des brigades pour que les gens qu'on va dégager des trottoirs ne reviennent pas encore coloniser ces trottoirs-là. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la 37e édition de l'opération Grand Ménage qui vise à sensibiliser population, collectivités et entreprises sur la nécessité de relever ensemble le défi de la propreté. J'invite les entreprises qui veulent être des entreprises citoyennes à faire comme la SODECI, à s'engager aux côtés du gouvernement à travers ce programme de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, afin qu'avec le secteur privé, nous sensibilisons les populations. Et je pense qu'avec cette mobilisation, nous arriverons à inverser la tendance. En 2025, il faut que tous les citoyens soient acteurs de propreté. La SODECI est partenaire de cette 37e édition de l'opération Grand Ménage. Pour maintenir le cap de la propreté, elle a offert du matériel de salubrité à la cité Grand Moulin. Plus de 500 femmes issues des forces de défense et de sécurité ont été célébrées à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme. Ces femmes membres des forces armées de Côte d'Ivoire ont marqué donc cette journée par une série d'activités avec notamment des activités sportives et sociales. On en sait plus avec Herman Guivi. Footing de cohésion, séances de fitness, courses de relais, le sport comme facteur rassembleur choisi par les femmes issus des forces armées de Côte d'Ivoire pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, sous le regard averti du général du corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Occasion pour le personnel féminin de l'armée ivoirienne de remercier le chef d'état-major général des armées pour son engagement dans la promotion du genre et de faire quelques propositions pour l'amélioration de la condition de la femme dans l'armée ivoirienne. En général, certains hommes en uniforme continuent de croire que la place de la femme est à la maison et non dans les rangs. Nous confrontons ces personnes par notre engagement et notre abnégation au travail. Les objectifs de la célébration militaire de la Journée internationale de la femme sont triples. Contribuer à la réflexion sur le sujet de la présence des femmes dans les armées, ainsi que sur cette notion d'égalité professionnelle. Mettre en avant les bonnes pratiques qui existent en ce qui concerne la promotion de cette égalité professionnelle. Et enfin, rappeler dans un souci pédagogique constant nécessaire ce que les femmes apportent aux armées. À ces suggestions, le général Doumbia s'est voulu rassurant. C'est ensemble que nous devons mener cette bataille. Il faut que vous aussi, vous refusiez d'être confinés à des tâches de secrétariat, à des tâches de comptable. Que vous refusiez d'être utilisés à servir du café. Que vous refusiez d'être utilisés comme des hôtesses. Exigez d'être employés selon vos aptitudes professionnelles. À ces activités sportives, une action sociale de haute portée
des dons en nature offerts à la pouponnière Marie-Thérèse Fouette-Boigny d'Adjamé, 220 logements. Et pour boucler en beauté cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a échangé la tenue militaire contre la tenue de gala. La Journée internationale des droits de la femme met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Dans les armées ivoiriennes, l'on note une avancée considérable à travers une féminisation avancée de tous les secteurs d'activité. En 2014, par exemple, la gendarmerie nationale a connu la réalité du genre. L'amélioration de la condition de la femme reste un processus irréversible au vu des importantes réformes entreprises par la hiérarchie. Voilà, je vous invite maintenant sur la scène politique où l'ex-mouvement de la jeunesse en formation du PDCI-RDA a rejoint le RHDP, désormais appelé Mouvement de la jeunesse en formation du RHDP. Les jeunes ont tenu ce samedi à Abidjan une assemblée générale extraordinaire. Le but est de saluer les actions de développement du président Alassane Ouattara et apporter leur soutien au candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre, Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Bakayoko. But de l'opération, remettre en mouvement ce qui est devenu partie intégrante de la jeunesse du parti présidentiel qui revendique au moins 30 000 adhérents. Nous étions donc rassemblés anciennement dans une structure qu'on appelle MJF-PDC. Et donc, nous avons donc décidé de nous remettre par cette conviction. Nous sommes venus prendre un engagement avec eux. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement de faire triompher dans les urnes le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit de carburer la machine militante dans la perspective des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en mobilisant les moins de 35 ans pour soutenir fidèlement la politique de l'exécutif en fonction, en mettant en avant les valeurs prônées par le RHDP et les projets du candidat Amadou Gon Coulibaly. Le message aujourd'hui, nous avons réuni toutes nos bases pour leur dire que ces décisions prises par le président de la République sont à saluer. Mais mieux, soutenir le président dans toutes les autres décisions qu'il a décidé de prendre, notamment la révision de la Constitution. Le président du MJF-RHDP a mis en mission les 700 présidents de cellules du district d'Abidjan et banlieue, ainsi que les 200 basés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Cadre du RHDP, le ministre de la Riziculture, Gaoussou Touré, a rencontré à Boaké les ressortissants du district du Denguélé vivant dans le Béquet. Les préparatifs des échéances électorales étaient au menu de cette rencontre. On en sait plus avec notre reporter Kader Sogodogo. Les ressortissants du Foulon et du Kabadougou vivant à Boaké sont sortis massivement pour accueillir une mission des élus et cadres de leur terroir avec à sa tête le ministre Gaoussou Touré, coordonnateur RHDP du Kabadougou et du Foulon. Il s'agit ici de maintenir allumée la flamme du RHDP au sein de sa population. Le vœu le plus ardent du président de la République et du Premier ministre, c'est que nous soyons unis et que nous parlons le même langage. Et comme aujourd'hui, le RHDP a ratissé large, nous sommes sûrs et certains qu'on sera encore premier. Et au niveau du suffrage exprimé, et également au niveau du taux de participation. Dans la salle, ils sont venus de toute la région de Béquet pour prendre part à cette rencontre qui sonne l'heure de la remobilisation des troupes. Les ressortissants du Denguélé sont importants dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, pas seulement à Odjéné et dans ses environs. Et que donc, c'est une capitalisation qu'il faut faire de cette énergie pour 2020. Pour voter, il faut être enrôlé. Il faut avoir ses papiers. Donc on doit tout faire pour avoir nos différents papiers pour qu'on soit à la hauteur le jour J. Le ministre Gaoussou Touré et sa délégation vont continuer leur périple à travers toute la Côte d'Ivoire pour rencontrer leurs ressortissants à l'effet de maintenir la cohésion et l'union sacrée autour du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le député de Tabou est aussi sur le terrain. Julien Clébé explique la révision de la constitution aux populations de sa circonscription. Objectif, mettre ces populations de Tabou situées au sud-ouest du pays au même niveau d'information que celles des autres villes afin, selon lui, de lutter contre la désinformation. Sam Kona. Un seul point était à l'ordre du jour de cette rencontre entre le député maire Clébé Julien et les populations à la salle des fêtes de la mairie de Tabou. Expliquer aux populations
le bien fondé du projet de révision de la Constitution et mettre ainsi fin à la manipulation et à la désinformation. Les populations ont été surprises en parcourant tout le dispositif légal qu'à aucun moment un article n'interdit un candidat. Donc il était important que cette information-là soit sûre, qu'elle soit donnée à nos populations parce qu'il faut arrêter la manipulation. Il faut que les gens sachent que le président n'a nullement l'intention d'écarter quelqu'un aux différentes élections et la preuve est là. À ce niveau-là, les populations ont été satisfaites. Depuis bientôt 6 mois, il y a eu des supputations par rapport à cette révision et ceux qui étaient venus pour voir ce qu'ils entendaient comme changement repartent aujourd'hui perplexes. Nous, c'est la paix. C'est ce que nous avons été une région qui a vécu les affres même de cette guerre. Et nous ne voulons pas reprendre même ici les mêmes choses. Donc pour nous, toute mesure ou bien toute loi devait aller dans le sens même de la paix, de la cohésion surtout même ici. Les populations de Tabou repartent chez elles bien informées. Ailleurs en Guinée, une nouvelle date a été choisie pour le double scrutin couplant législative et référendum constitutionnel. Le président guinéen convoque le corps électoral pour le 22 mars cette fois-ci. Et d'ici là, la Commission électorale nationale indépendante doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer plus de 2 millions d'électeurs dont les pièces justificatives n'ont pas été sauvegardées dans le fichier électoral. Nous sommes samedi, on passe maintenant à l'instant culture de ce 20h. Clap de fin aujourd'hui samedi pour la 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le professeur Yacouba Konaté, commissaire général du Massa, dresse un bilan et l'édition 2020 du plus grand marché des arts en Afrique a drainé du beau monde avec une quarantaine de pays participants, comme nous le dit Issa Tchounaïeou. Après les activités, l'heure est au bilan du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2020. Le professeur Yacouba Konaté, commissaire général du Massa, s'est prêté à cet exercice devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Les points forts, je pense que c'est incontestablement la sortie du Massa vers Abobo, l'opération que nous avons appelée Allons à Bobo. Mais avant cela, je pense que la touche qui vraiment nous a propulsés, c'est la présence de monsieur le vice-président de la République, qui est venu. Il a incité tous ceux qui le peuvent à entrer dans le mécénat culturel. Des difficultés, il y en a eu au cours de ce Massa 11. On a eu des problèmes dans la maîtrise technique de certaines salles, de certains espaces. On a eu quelques problèmes de sono qu'on a essayé de circonscrire. Et puis, on fondait aussi beaucoup d'espoir sur le programme Jazz, pour lequel on a fait une sélection de très haute qualité. Mais malheureusement, là, le public n'a pas suivi pour différentes raisons, parce que le public du jazz, ce n'est pas un public populaire. Dans un contexte sanitaire mondial dominé par le coronavirus, le professeur Yacouba Konaté s'est félicité des dispositions prises pour la tenue de ce Massa 11. Des mesures particulières qui ont été prises d'abord au niveau des autorités, parce que j'ai été exposé devant les autorités compétentes pour expliquer quelle était la nomenclature des pays qui venaient. Et sur cette base, le gouvernement a pris des mesures pour qu'à toutes nos frontières, les contrôles sanitaires soient redoublés. On n'a pas eu d'incident sanitaire à signaler. 3 prix ont été décernés au cours de cette conférence de presse bilan. Les prix CEDEAO du meilleur jeune slammer et du meilleur humoriste ont été attribués respectivement à l'Ivoirienne Ami et à la Burkinabé Philomène Nanema. Quant au prix Ismaël Diaby de l'OIF, il a été remporté par l'Ivoirien Yao Nguessan. Au total, le Massa 2020 a enregistré la participation de plus de 1000 artistes, 247 professionnels, 457 journalistes et 41 pays sur 42 annoncés. Vous avez certainement suivi et vécu cet autre événement. Il s'agit de la 8e édition du festival à Chez Nous Pays qui a fait vibrer les amoureux de la commune de Koumassi du 6 au 7 mars dernier.
Plusieurs artistes tradis, modernes et urbains se sont succédés sur scène pour faire valoir les richesses culturelles africaines. On en sait plus avec Frédéric Oulaye et Issa Chunayeo. Koumassi, place Inch'Allah, ambiance festive à l'occasion de la 8e édition du festival Achenou Pays. Du rythme traditionnel à la mélodie urbaine, les festivaliers sont venus savourer plusieurs danses des régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo. 0h40, le père du Laba, Luxon Pado, passe en revue son répertoire tradit moderne. Le mercure monte lorsque Soumbil, une des icônes du Zougou, est sur scène. Achenou Pays, ce festival vise à célébrer la diversité culturelle. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise, celui de rassembler autour de nos valeurs qui nous sont chères, à savoir nos us et coutumes et tout ce que notre tradition a de plus cher, la jeunesse. L'innovation, c'est, je dirais, c'est l'apport sur une même scène des musiques urbaines et des musiques traditionnelles. Notre culture, c'est notre âme. Et nous avons ces plateformes-là, comme ce que offre Achenou Pays aujourd'hui, qui nous permettent de nous ressourcer, de vitaliser notre culture et d'aller mieux à la conquête du monde. Cette 8e édition du festival Achenou Pays a été une occasion pour les artisans de faire montre de leur talent. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et c'est la culture africaine qui gagne avec Achenou Pays. Le Fakoué, la plus grande manifestation socio-culturelle en Pays Goa, se tient en ce moment. L'unité et la cohésion sociale sont au cœur de cet événement qui se déroule à Dabré, dans le département d'Alépé. Ouattaramadou Walter. Ambiance de jour de fête à Dabré, sous-préfecture d'Oguapo, dans le département d'Alépé. La génération Nyondo, la blonde des 5 villages Goua, à savoir Dabré, Akouré, Oguédoumé, Mbato-Boaké et Akoyate, célèbre sa fête traditionnelle dénommée Fakoué. C'est la plus grande manifestation socio-culturelle du terroir Goua. Elle est caractérisée par l'apothéose de la danse guerrière, phase ultime de l'initiation d'une génération. Représentant le Premier ministre, au patron de cette édition, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, parrain de la cérémonie, a transmis le message d'Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre accorde une attention particulière à la promotion de la culture. Il m'a dit que c'est vrai que nous construisons des ponts, des routes, nous apportons l'eau, l'électricité, la santé, mais ce qui est important pour préserver la cohésion et l'avenir de notre pays, c'est notre culture. Je te donne l'autorisation donc de ne prendre aucun programme aujourd'hui. Va, reste avec ton peuple, partage avec ton peuple la joie des Nyandor. Les festivités de Fakoué se poursuivent dans tous les villages du peuple Goua jusqu'au 20 mars prochain. Les élèves des collèges et lycées de Dabou sont sensibilisés à la réussite des examens scolaires. C'est une initiative de l'ONG Les Amis de l'Excellence qui a pour mission, bien sûr, de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Kone Pagassoro. Comment bien réussir le BEPC ou le bac? Thème de cette conférence à l'intention des élèves des classes de 3e et terminale des lycées et collèges de la commune de Dabo. Une conférence pour leur donner les rudiments nécessaires en vue de réussir aux différents examens scolaires. Des rudiments qui se déclinent en 5 principes selon le conférencier. Premier point de l'élève qui veut réussir, se fixer des objectifs. Deuxième principe, il faut planifier les tâches et bien gérer son temps. Troisième principe, se discipliner et bien choisir sa compagnie. Quatrième principe, payer le prix de la réussite. Cinquième et dernier principe qu'il faut appliquer, c'est avoir une bonne méthode de travail et des astuces. Représentant le directeur général de la RTI, parrain de la conférence, David Mobio a invité les élèves à la responsabilité et à la discipline en faisant fi de certains mots qui minent la société, tels que la drogue, l'alcool et la violence. Aussi, les a-t-il exhortés à se mettre au travail pour un taux de réussite élevé aux différents examens de fin d'année.
des conseils ont été donnés à nos enfants de privilégier le travail, l'effort, l'abnégation et surtout de se faire un emploi du temps en dehors de l'emploi du temps de l'école et de se mettre ardemment au travail. L'objectif, c'est de pouvoir réussir son année scolaire de façon excellente. Le message du représentant du directeur général de la RTI, appuyé par la DREN de Dabou et le conseil régional de Grand-Pont. Cette conférence, qui a vu la participation de plus de 500 élèves, a été initiée par l'ONG Les Amis de l'Excellence, une organisation qui s'est donnée pour mission de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le livre « 5 principes pour bien réussir son année scolaire » de l'écrivain Lucien Soya a été offert à tous les participants par le directeur général de la RTI. Et très belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture qui prône aussi l'excellence en milieu scolaire. Très bien, c'est une action à saluer de la part de la RTI. Cette sensibilisation, la RTI s'inscrit en tout cas dans ce rôle, dans sa mission de service public. Et ce genre d'action est à saluer. Alors donc, Yacouba Silla, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Les filles de Gagnoa ». Et donc, avant nos échanges, nous allons suivre ensemble le résumé de votre ouvrage avec notre confrère Franck Audio et en discuter après sur ce plateau. Double célébration ce jour au Palais de la Culture. La journée de l'école consacrée à la scolarisation de la jeune fille et la dédicace du livre « Les filles de Gagnoa ». De l'auteur Yacouba Silla. Je trouve que de nos jours, il faut beaucoup plus valoriser la jeune femme parce qu'elle n'a pas que sa place dans la cuisine. La femme, c'est une gente qui apporte beaucoup dans la société parce qu'elle est très forte naturellement. Et ce livre-là nous démontre facilement qu'il est important de la valoriser en la scolarisant. L'ouvrage Les filles de Gagnoa est une invite à la scolarisation de la jeune fille. Sur 50 pages, l'auteur interpelle la nécessité de changer de mentalité sur les questions du genre et sur l'éducation de la jeune fille. Pour la marraine Aimé Zébéyou, cet ouvrage contribue à l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les filles à Gagnoa participent de notre politique de sensibilisation et nous avons beaucoup mis l'accent sur le fait que c'est vrai, les pesanteurs socio-culturels demeurent, mais ce n'est plus comme avant parce que à force de faire des sensibilisations, nous avons, même s'il y a quelques mariages précoces, mais nous avons moins puisque nous avons des ONG qui font le relais sur le terrain. Et nous-mêmes, au niveau du secrétariat, au niveau du Conseil national, nous faisons des sensibilisations pour que les jeunes filles puissent aller à l'école. Les filles de Gagnoa est le premier ouvrage de l'auteur Yacouba Silla. Originaire de Gagnoa, l'auteur est le président d'une ONG qui contribue à la sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Voilà, c'était donc la dédicace de votre ouvrage avec Mamadou Kwasi. Le premier chapitre de votre ouvrage s'ouvre par une question au lecteur. Vous dites: pourquoi les filles ne vont-elles pas à l'école? Alors, répondez à cette question. Mais je me suis demandé, n'est-ce pas une question assez alarmiste? En Côte d'Ivoire, par exemple, des efforts sont faits, notamment avec l'instauration de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Oui, alarmiste, oui, je pourrais dire oui et non. Puisque nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts ont été faits de la part du gouvernement. Il y a eu une loi qui oblige les enfants d'aller à l'école de 6 à 16 ans. Et aussi, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, Madame la ministre Aimé Zébéyou, il y a des pesanteurs socio-culturels qui exacerbent un peu les inégalités et la discrimination chez la jeune fille. Et la force même de la tradition et la puissance de la tradition fait que les filles sont injustement discriminées. Et cela contribue vraiment à discriminer la jeune fille et à creuser en tout cas l'inégalité que la femme subit, que la jeune fille subit aussi. D'accord. Alors donc, en plus des pesanteurs socio-culturels, vous avez énuméré un chapelet, sinon une panoplie. Oui, les raisons sont nombreuses, multiples et multiformes. Alors, il y a des cas de grossesse, il y a des grossesses indésirées, il y a des cas de mariage forcé. Voilà. Donc, comme selon un rapport de l'UNESCO, il y a pratiquement plus de 12 millions de filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, selon l'UNESCO. Et ça, c'est vraiment alarmiste. Donc, ce sont des facteurs qui contribuent à maintenir la femme hors du milieu scolaire. Et donc, ce n'est pas normal. Et vous dressez également la page 7 de votre ouvrage, une liste des conséquences de la non-scolarisation de la jeune fille. Alors, vous qui parcourez les localités ivoiriennes, qu'avez-vous observé comme dégâts dans la vie des filles et de la société en général? Dans la vie des filles, c'est un drame. Puisque l'éducation offre la lumière, la connaissance. Et une fille instruite
participe au développement économique et social de son pays. Alors quand elle ne va pas à l'école? Quand elle ne va pas à l'école, mais c'est un manque pour l'État, c'est un manque puisque selon un rapport de la Banque mondiale, une année supplémentaire d'une jeune fille à l'école contribue à 0,35% dans le produit intérieur brut annuel d'un pays. Donc, vous voyez un peu, quand elle ne va pas à l'école, elle contribue aussi à la productivité de ce pays et à augmenter ses revenus. Une fille qui va à l'école, une année secondaire, une année supplémentaire, peut garantir 10 à 20% d'augmentation de son futur revenu, selon un rapport de la Banque mondiale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Voilà. Et pour la communauté, quand elle ne va pas à l'école, pour sa communauté, c'est un drame. Pour elle-même, c'est un drame. Pour sa santé, c'est un drame. Elle ne peut pas déterminer, elle ne peut pas arriver à atteindre son autonomisation. Quand on parle d'autonomisation, c'est pour qu'elle puisse déterminer d'elle-même ses objectifs, ses orientations, et qu'elle puisse agir d'elle-même sans contrainte. Donc, quand elle ne va pas à l'école, c'est un drame pour la société et pour elle-même. Alors, les filles de Gagnoa, dans votre ouvrage, on a Marie-France, Zénab et Awa, dont vous parlez, comme je l'ai dit dans votre livre. Et ces 3 jeunes filles illustrent les bienfaits de la scolarisation. Elles sont devenues respectivement professeurs, avocates et médecins. Mais leurs parents, notamment Bakoro, j'espère que je prononce bien ces noms, avaient au départ une désaffection pour l'école. Dites-nous comment et pourquoi a-t-il changé d'avis? Bakoro a été accueilli par Dibé dans le livre. Dibé qui est à Gagnoa, qui est originaire de Gagnoa. Donc Bakoro et Dibé vont naître une amitié sincère. Donc dans le livre, on parle un peu du vivre ensemble. Donc Bakoro et Dibé qui sont témoins de la colonisation, du divorce, de la colonisation et des années d'indépendance, et qui ont subi le contre-coup de la colonisation, et ont eu des stigmates. Et ont décidé comme ça que leurs enfants n'iront pas à l'école, surtout les jeunes filles. Surtout Bakoro. Bakoro, pas forcément Bakoro. Même Dibé aussi ne voulait pas que sa fille parte à l'école. Mais justement. Voilà, donc, c'est 2 personnes de culture, des us et coutumes distinctes. Mais par leur amitié, ils vont se partager tout. Ils ne voudront pas que leur fille parte à l'école, mais après, ils seront convaincus par Cessignon, le frère de Dibé. Et après, ils vont accepter que les filles partent à l'école. Et parce qu'il y a les avantages que vous avez évoqués tantôt. Alors, vous évoquez également dans votre ouvrage la question de l'intégration, et vous l'avez touché tantôt avec vos personnages Dibé et Bakoro. Alors, comment Dibé qui a Gagnoa, Bakoro qui vient d'où? D'un autre Bakoro pays. qui vient du nord. Qui vient du nord, donc de la Côte d'Ivoire, qui s'installe à Gagnoa, donc dans la région du Gord. Comment justement ils arrivent à s'adapter malgré la différence de culture et autres? Justement, selon le respect d'un code, je pourrais dire un code de vie. Comme on dit à Gagnoa, les pères fondateurs de Gagnoa. Tout à l'heure, je vous ai dit que pourquoi les filles de Gagnoa, j'ai dit c'est une reconnaissance à la terre hospitalière de Gagnoa. Gagnoa qui a accueilli ma communauté depuis les années 30. Et je rappelle donc que vous êtes l'un des petits-fils de Cheikh Yacouba Silla, qui a marqué l'histoire de notre pays. Il est le fondateur et le guide de la communauté yacoubiste, communauté dont vous êtes issu. Voilà. Donc Gagnoa, comme vous le dites si bien, Gagnoa symbolise un peu le mariage spirituel de la terre de Gagnoa et ma communauté. Puisque le patriarche dont vous évoquez le nom tout à l'heure, quand il était victime en tout cas de la colonisation, quand il partait à Sassandra pour son internement, puisque c'était un déporté, il fit une escale technique à Gagnoa. Et quand les badauds voulaient s'enquérir de sa situation, en disant qu'un homme aussi faible qui veut s'attaquer, qui veut s'en prendre à l'administration coloniale, il lui a dit ceci. Il dit, il se peut qu'au lieu de mourir, je revienne ici même à Gagnoa, planter un fromager, sur le nom duquel beaucoup d'entre vous viendront se rafraîchir. Et il est revenu. Il est revenu après 8 ans d'internement. Et il s'est intégré. Justement, il s'est intégré depuis Alors dites-nous, les BT ont leur culture, votre communauté aussi, vous avez votre culture. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intégrer, à vivre dans cette indifférence? Par le pardon et le respect. Et le peuple BT est un peuple très accueillant, très hospitalier. La terre de Gagnoa, comme je l'ai dit dans le livre, Gagnoa nous a porté dans son ventre hospitalier, nous le portons dans notre cœur tout reconnaissant. Nous sommes reconnaissants au peuple BT qui a accueilli le patriarche Yacouba Silla. Et depuis lors, nous vivons avec ce peuple en parfaite harmonie, en bonne intelligence. Et Gagnoa, à l'image de la Côte d'Ivoire, est une mosaïque où la diversité culturelle est une réalité, comme la Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire en matière de diversité culturelle, en matière d'intégration, en matière de vivre ensemble, est inégalable. Et vous vivez depuis 1938 à Gagnoa? Oui, depuis la fin. Votre communauté? Notre communauté vit à Gagnoa après l'internement de notre patriarche en 1938. Il s'est installé à Gagnoa et depuis 1938,
les enfants et les petits-fils des déportés coloniaux et des déportés coloniaux volontaires, qui nous sommes les enfants et les petits-fils de ces déportés. Nous sommes... Moi, mon village, mon village, vous savez c'est où? Non. Mon village, c'est Gagnoa. Et j'y suis né. Et vous êtes Bété? Je suis Bété de Gagnoa. Alors, comment on dit la paix en Bété? Bété. Bété. Bété veut dire, en réalité, d'après un vieux notable à Gagnoa, quand je faisais mes recherches, qui m'a dit, mon fils, tu sais que veut dire le mot Bété? Le mot Bété veut dire paix. Donc, Gagnoa est une terre de paix et le peuple Bété est un peuple de paix. Le Go, qui veut dire fromager. Qui veut dire fromager, c'est ouais, parfaite coïncidence. Le fromager, que le patriarche a dit, a promis, que sous l'homme de ce fromager, vous viendrez pour y vivre. Et justement, on va répéter ensemble, c'est une phrase qui m'a vraiment marqué. Gagnoa nous a porté dans son ventre hospitalier. Nous aussi, en retour, le portons dans notre cœur reconnaissant. Fin de citation. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci d'avoir promu la scolarisation de la jeune fille, mais surtout l'intégration. Comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est la paix. Ce journal est terminé. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Moi, je vous retrouve à 20h. Très, très belle soirée. Merci.